le prisonnier, libéré, redescend dans la caverne. Pourquoi donc? Si sa situation est si bonne à l'extérieur, que vient-il chercher à repartir dans cette caverne-là? Pourquoi retourner dans ce lieu dont il comprend aujourd'hui à quel point il est néfaste et illusoire? Il le fait en raison d'une exigence éthique. Comme ancien prisonnier, il a été libéré par un maître et il comprend qu'il lui appartient à son tour de transmettre ce qu'il a reçu. Il comprend intimement que l'humanité qu'il possède, sa nature humaine, lui commande de partager ce qu'il a avec ceux qui ne l'ont pas. Et donc, à courir le risque de redescendre dans ce lieu obscur qu'est la caverne. Mais que se passe-t-il si on y réfléchit un instant dans cette caverne? Il se passe ce qui est prévisible. Il rentre dans un lieu parfaitement obscur alors qu'il était en pleine lumière. Et il est complètement perdu. Il lui est impossible de voir quoi que ce soit. Il trébuche, il tombe. Il est certainement la risée des prisonniers qui se moquent de lui, de sa maladresse, de son incapacité à discerner les ombres, à se déplacer, à se diriger. En étant objet de moquerie, il n'est pas pris au sérieux. Et donc, son discours, quand il propose aux prisonniers de les aider à sortir, est dévalorisé, est tourné en dérision. Personne ne l'écoute, personne ne le prend au sérieux, parce qu'il n'est pas adapté à ce monde des ombres. C'est là, entre parenthèses, une difficulté de tout professeur. Comment réussir à transmettre ce que les élèves ne possèdent pas et leur faire comprendre qu'il est important de le posséder. Et on voit ce travail-là est difficile et quelquefois raté. Raison pour laquelle il faut toujours trouver les moyens les plus adaptés. Mais raison pour laquelle aussi, quand on est enseignant, il ne faut pas se faire d'illusions. On sait qu'il y a un moment, il va falloir que les élèves fassent confiance au maître. C'est ainsi. Il n'y a pas d'autre choix. Au début du chemin, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont découvrir. Mais là, dans le cas du prisonnier seul qui est en position de faiblesse, comment réussir à les convaincre? Aucun moyen. Au point, nous dit Platon, qu'à écouter son discours, ils vont le tuer. Ça, c'est problématique. On a dit que son discours était moqué, pris pour celui d'un fou. Mais des fous, on se moque. Peut-être décide-t-on de les interner, mais on ne les tue pas. On les considère irresponsables. Pourquoi ce fou-là, celui qui est pris pour un fou par les prisonniers, est tué? Alors on doit faire deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire que les montreurs de marionnettes, ceux qui décident du film, ceux qui dirigent les sociétés, voient dans le discours de libération un risque pour leur petit pouvoir, et donc préfèrent mettre à mort celui qui dit la vérité, plutôt que de prendre le risque de perdre leur pouvoir, de perdre ce qui leur apparaît leur raison d'exister. Et donc on voit bien qu'il y a une leçon politique à cela. Toute organisation politique est organisée pour le bien de quelques-uns ou de tous. Quand une société est uniquement dirigée pour le bien de quelques-uns, quelqu'un qui voudrait apporter le bien de tous est nécessairement un danger pour les dirigeants. Alors, il faut le tuer. Et on comprend ce réflexe. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas l'hypothèse que Platon retient. Pour lui, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui le tuent. Eux qui sont manipulés par des autorités qui ne visent pas leur propre bien, qui visent à les maintenir dans l'esclavage de leurs désirs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils se sont arrangés, accommodés de cette situation. Ils n'en connaissent pas d'autres. Ils se sont installés, ils profitent à leur mesure de cette situation. Quand on leur dit « toute votre vie est fausse », il faut se retourner, il faut réagir. Ils ne le comprennent pas. Ils voient pour eux-mêmes un danger. Il y a une servitude presque volontaire de ces prisonniers qui se sont habitués à cet état inacceptable. Et c'est eux qui vont tuer celui qui vient les libérer. Die Frau hat Recht aufzurechnen. Abgehen, Mädchen! Russland! Bring das Elend! Tod! Umbringen! Russland! Russland! Das Gericht der Polizei! Spielt mir los, lustige Kerl! Abgehen! Abgehen!
faire intervenir le pouvoir politique. On comprend mieux à ce stade l'enjeu de la libération et sa difficulté. De quoi les prisonniers sont-ils prisonniers? Ils sont prisonniers de leurs opinions, de leurs préjugés, de leurs désirs et de leur manière de vivre cela. Et tout cela, ils croient que ce sont des idées qui leur sont propres, que ce sont des préjugés qui leur appartiennent, qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais en réalité, toutes leurs idées dépendent des montreurs de marionnettes, des scénaristes de films qui ont décidé ce qu'ils pouvaient voir ou ne pas voir. Et donc, ce ne sont pas du tout leurs propres idées. Ils sont enchaînés par les idées des autres. On peut voir cela dans une certaine façon à travers un certain enseignement de la religion, à travers la tradition familiale qui imposerait de reproduire quelque chose de manière absurde. Mais prenons par exemple l'école. Bien sûr que l'école est un outil d'émancipation qui permet justement de rejoindre la vérité. Mais l'école n'est pas idéale. Si seulement tous les maîtres étaient comme Socrate, alors l'école serait absolument parfaite. Mais bien souvent, l'école consiste à faire des bons petits soldats de la société. Que croyez-vous que vous appreniez à l'école? Croyez-vous que vous apprenez la liberté pour transformer le monde, pour devenir plus libre? Ou est-ce que vous apprenez, comme dirait Foucault, une discipline sociale, à vous tenir d'une certaine façon sur une chaise, à parler et à répondre d'une certaine façon aux personnes ayant autorité qui sont les professeurs, à vous exprimer, à écrire d'une certaine façon et pas d'une autre pour répondre aux exigences de la société, à résoudre des problèmes mathématiques, à apprendre l'économie de notre monde tel qu'il fonctionne pour que vous trouviez votre place dans ce monde pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Est-ce que l'école ne peut pas être aussi malheureusement un lieu d'embrigadement complet? Un lieu où, on ne nous apprend rien d'autre qu'à reproduire l'esclavage de chacun dans la société. À faire en sorte que nous soyons de bons petits soldats de la société. Des petits soldats qui vont rapporter de l'argent, suffisamment pour qu'ils aient l'impression de réussir, mais cet argent qui va permettre encore plus d'enrichir un tout petit nombre. Est-ce que ça ne peut pas être ça, le risque de l'école? Est-ce que c'est pas ça qu'elle doit interroger pour surtout tenter de l'éviter et permettre au contraire d'être, comme dans le modèle de l'allégorie de la caverne, une sortie de cette caverne? Donc vous voyez, au lieu d'interroger de grandes institutions, quelquefois, il faut se demander aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui m'emprisonne dans certaines actions? J'aimerais faire avec vous une dernière hypothèse. Et si notre plus grande prison s'appelait Google? Et si nous étions enfermés dans cette bulle informatique que représente aujourd'hui Google, ou n'importe quel autre moteur de recherche, ou n'importe quelle entreprise Internet? Il y a ce qu'on appelle, par exemple sur vos réseaux sociaux préférés, des algorithmes qui choisissent les informations que l'on voit et celles qu'on ne voit pas. Il y a donc un ordinateur qui choisit pour nous ce qui est pertinent ou ce qui n'est pas pertinent, en fonction de ce que nous avons regardé, en fonction de ce que nous avons aimé, en fonction de ce que nous avons partagé, en fonction de ce que nous avons rejeté. Tout cet algorithme produit une illusion de réalité devant nous. Il ne nous fait voir le monde tel que nous le désirons et rien d'autre. Il nous fait oublier que le réel, c'est ce contre quoi on se choque, ce qui nous contredit, avec des journaux qui ne sont pas d'accord avec nous, avec des sujets d'actualité qui ne sont pas les nôtres, avec des personnes qui veulent peut-être avoir des avis différents, des centres d'intérêt différents, qui vont peut-être nous injurier ou qui vont peut-être nous faire des cadeaux dont nous ne voulons pas. C'est ça le monde, c'est l'apprentissage d'une contradiction permanente. Mais ces algorithmes-là, font en sorte que nous ne voyons qu'un monde comme merveilleux, qu'un monde à la mesure de notre désir actuel. Or justement, tout le travail de l'allégorie de la caverne, c'est de dire qu'il faut sortir de nos petits désirs pour aller vers des biens plus grands encore. C'est ça l'éducation, c'est arracher quelqu'un à son confort pour lui faire découvrir quelque chose de plus grand. Or, force est de constater qu'un certain usage d'Internet, qu'un certain usage des réseaux sociaux, qu'un certain usage des encyclopédies en ligne ou des moteurs de recherche peut créer en nous une bulle dont il est très difficile de sortir. Au fond, le texte de Platon est extrêmement actuel. Ne sommes-nous pas, nous qui nous croyons absolument libres, nous qui nous croyons posséder tout le savoir de la Terre, les plus ignorants, les plus prisonniers, les plus faibles, parce qu'emprisonnés dans cette bulle que représente Internet?
qui est comme un écran, comme quelque chose qui nous masque et qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, qui nous empêche de faire l'expérience concrète de cet oiseau qui chante, de cet ami qui souffre, de cette personne que l'on aime et qui ne nous aime pas en retour, de ces parents qui nous aiment plus profondément de leur être, mais imparfaitement, de ces amis qu'on ne voit plus, de cette misère à l'autre bout du monde qu'on ne sent pas, qui nous est étrangère, etc., etc., etc. Est-ce que nous ne vivons pas dans une espèce de bulle dont nous sommes les grands prisonniers? Alors, s'il vous plaît, cette année, faites un effort. Demandez-vous comment vous pouvez sortir de cette caverne. Faites confiance à celles et ceux qui veulent vous traîner, vous sortir, malgré la souffrance, malgré la violence, en dehors de cette caverne obscure que représente aujourd'hui notre monde à travers les moyens qui sont les siens. C'est un défi pour vous, j'espère que vous allez le mener à bien. C'est le son. Oh, tu dois y croire, mon fils.